Bonjour et bienvenue dans cet épisode solo. Après avoir parlé de simplicité et de minimalisme et de l'augmentation certaine de la qualité de vie par la diminution ou l'équilibre en tout cas dans les différents stress pour que le stress redevienne un allié, un moteur d'évolution sans conduire au burn-out ou à un trop-plein dans la tension du stress. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la plus grande forme, de la plus puissante, ultime pratique et du rapport aussi à la recherche du bonheur, à la recherche de l'éveil spirituel, à la recherche du succès en général. Quel que soit votre objectif, quels que soient les mots que vous mettez dessus. J'en ai déjà un peu parlé et vous pouvez aller vous référer à l'épisode sur le paradoxe de être son objectif. Et on va continuer un petit peu aujourd'hui dans une direction différente. Et je voudrais aussi partager avec vous quelque chose en rapport avec l'épisode précédent, où je vous parlais des sensations en expédition, dans un mode de vie beaucoup plus simple. Certains l'ont vécu dans un mode de vie, on pourrait dire monastique, dans des retraites comme Vipassana, ou des retraites bouddhistes, ou des retraites, on va dire entre guillemets, religieuses ou spirituelles. Je dis entre guillemets parce que c'est souvent dans ces contextes-là quand même que ça apparaît. Aujourd'hui, beaucoup dans le jeûne. Mais ce qui est très intéressant avec la question de l'expédition des sportifs, ou en tout cas des personnes qui vont dans des aventures en pleine nature, c'est qu'on retrouve essentiellement ce caractère ascétique. Cet effort au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, et cet objectif qui est un objectif presque impossible, ou alors carrément une forme d'infini devant l'objectif. C'est-à-dire que la montagne est infinie, je vais jusque là où je peux. Même si, en général, il y a quand même un objectif final qui permet d'activer le phénomène de récompense dans notre cher cerveau et corps d'être humain qui, avant tout, fonctionne de manière primaire comme ça. Et donc je voulais juste en rajouter un peu, ou plutôt simplifier encore, sur le caractère minimaliste, parce que avec un exemple de la vie en van. J'ai rencontré beaucoup de gens qui vivaient dans leur camion, dans leur van, leur camping-car, plus ou moins gros. Et j'ai toujours été inspiré par ces personnes-là. Pas toutes, évidemment, mais la plupart. Par le caractère courageux et minimaliste qu'ils avaient, pour lequel ils étaient dédiés, dévoués. Souvent en conflit, en contradiction avec justement ce mode de vie matérialiste d'acquisition de plus en plus de choses et de plus en plus de faire, de plus en plus de place. Et ces personnes qui ont réalisé ça souvent passent, ou en tout cas vont vers un mode de vie minimaliste où tout tient dans un petit camion. Et ça, c'est vraiment une très belle leçon à vivre, et ça a été une très belle leçon à observer, parce que ces personnes-là font face au vide, ces personnes-là font face à un mode de vie beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus difficile, beaucoup moins confortable. Et à partir du moment où elles vivent ça, elles se rendent compte que l'essentiel déjà, c'est de trouver de l'eau chaque jour, de la nourriture,
un espace où ils peuvent être en sécurité pour dormir. Et à l'abri du froid ou du trop chaud. Et ça donne à ces personnes une qualité d'être vraiment et une reconnaissance en fait de l'essentiel de la vie en nous qui va leur permettre ensuite de savoir prendre, savoir être le temps, savoir être hors du temps justement. Parce qu'on dit souvent prendre le temps. Hein. Bon, alors que le temps est un concept totalement mental déjà qui est imprenable et en plus si on prend le temps, c'est encore une fois s'approprier le temps, alors que tout ce qu'on recherche finalement, c'est d'être hors du temps. Et ça, je vous le dis, même si vous ne le comprenez pas tout de suite, vous le comprendrez et ça pourra résonner en vous en parlant des expériences de flow, des moments les plus beaux de vos vies, de notre vie, qui sont souvent hors du temps. En tout cas, le temps change. Parce que le temps est seulement un concept qui est créé pour structurer et organiser de manière linéaire nos vies. Et d'ailleurs, qui est probablement la source de beaucoup de nos problématiques et de nos maladies. Encore une fois, un autre sujet passionnant à aller discuter, explorer. Et donc ces personnes, elles sont très en rapport avec la vie, justement, la vie et l'essentiel. Et il y a une forme de gratitude immense par rapport à l'eau. C'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu 1 an et demi, plus ou moins en camion, avec un camion pas aménagé au début, donc des hivers chez des amis. Je les remercie encore d'ailleurs pour leur accueil. Avec une partenaire qui était avec moi la plupart du temps. Et donc à deux dans un camion, tout seul ou à deux, avec vraiment ce rapport de « Ok, on n'a plus d'eau, la mission aujourd'hui, la plus importante, c'est trouver de l'eau ». Il y a aussi des missions d'aller, de trouver un espace pour aller aux toilettes. Des choses qui, moi, m'ont vraiment reconcentré sur l'essentiel. Et aussi qui m'ont fait prendre conscience du confort dans lequel on vit et si on parle des toilettes par exemple, l'eau utilisée pour les toilettes et l'eau utilisée en général, et je vous parle ici d'un appartement où j'ai tout à volonté comme la plupart d'entre nous, quel que soit notre pratiquement l'ensemble de la population, malheureusement pas tout le monde. Encore une fois, c'est possible que tout le monde ait accès à ça. Ça demande une répartition un petit peu plus juste des ressources, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc cette gratitude pour l'eau, de juste reconnaître et voir que quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau à volonté potable, qu'on tire même la chasse d'eau avec de l'eau potable, que le robinet, que le jet d'eau dans votre jardin vous arrosez avec de l'eau potable, ou presque, ça dépend des endroits peut-être. Si vous avez un petit peu voyagé, vous vous êtes rendu compte que c'est un luxe et même une aberrance parfois. Et si vous avez vécu en camion, vous vous rendez compte de la facilité et du confort que ça représente. Et donc cette simplicité est aussi une forme de grande complexité pour se rendre compte et reconnaître ce luxe, cette abondance que la société nous a permis d'acquérir, évidemment. Comme toujours dans une discussion, il y a de toute façon une contradiction et une dualité. En tout cas, rien n'est la vérité dans un sens, mais plutôt justement la complexité de l'équilibre et l'harmonie entre les deux polarités, comme le libre arbitre et le déterminisme, par exemple. Et comme cette notion de société, de confort et en même temps d'un matérialisme trop important et qui engendre la destruction des ressources et le déséquilibre avec la planète et l'être humain.
Et puis dans ces personnes aussi qui vivent de manière très simple, il y a cette notion de confiance, cette notion de contemplation, de silence et de solitude qui m'a toujours fasciné, que j'ai développé depuis des années et que je continue à développer malgré dans mes travaux intérieurs d'observation des peurs. J'ai pu observer quand je m'entraîne en fait à imaginer le pire d'une situation, c'est-à-dire la perte de tout ce qui correspond à mon confort, sécurité, à ce que je connais, dans les relations, dans le matériel, etc. Eh bien la solitude et le silence, l'ennui font partie des peurs. Donc je m'entraîne en fait à l'ennui, je m'entraîne au silence. Et pour ça, la méditation, évidemment, est un entraînement ultime. Et c'est pour faire la transition sans avoir réfléchi à ça vers la thématique, deuxième thématique d'aujourd'hui, c'est l'ultime pratique. La simplicité dans la pratique et dans le système d'éveil ou d'accès au bonheur ou au succès. La méditation, qui est totalement accessible, qui ne demande rien et qui ne demande surtout pas de ne pas penser. Ce que j'ai pu constater, évidemment, ce qu'on m'a répété et ce que je vous répète aujourd'hui. Parce que, en premier lieu, les personnes pensent qu'il y a un objectif à atteindre, alors que l'objectif, c'est de ne plus avoir d'objectif, d'une certaine manière, et que c'est juste une observation, et que cette observation est le succès absolu de la connaissance de soi qui permet de vraiment savoir se connaître, voir qu'est-ce qui nous perturbe, pourquoi cette pensée-là vient me juger sur ça, et pourquoi je fais ça, et pourquoi je me sens frustré ou mal aujourd'hui, et comment je vais laisser faire quelque chose de plus grand et de plus vaste, me reconnecter à cet essentiel, au fait que oui, je vais déjà aller chercher de l'eau. Et en fait, tous ces petits problèmes-là sont seulement dans ma tête. Si j'observe les gens autour de moi, ils n'ont pas forcément ce problème à cet instant-là. Et si j'accepte à chaque instant de voir ça de plus en plus neutre, de plus en plus courageux, de plus en plus profondément, et bien du coup, je neutralise instantanément toutes les peurs, toutes les problématiques, et je laisse l'opportunité à quelque chose de nouveau d'émerger, quelque chose qui n'est plus forcément, ou en tout cas qui va être une nouvelle opportunité de voir des conditionnements, ou justement d'agir, de penser, et de sentir quelque chose de nouveau. Sans que ce soit le mental qui soit à la source de cette action, de cette pensée. Et donc cette pratique que je vous partage aujourd'hui, c'est pas la méditation en elle-même, c'est plutôt un état d'esprit, c'est un mot, c'est oui. On est dans une société et dans un corps, un esprit, un mental qui fonctionne par polarité. J'aime, j'aime pas. Je suis en accord, je suis pas en accord. Et on est tout le temps en train de juger ça. Et plus on juge ça, plus ce jugement va être fort, et plus ça va être inconscient, et plus ça va nous faire réagir. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que on a tous, sans le savoir, de manière inconsciente, une personnalité qui réagit d'une manière ou d'une autre à une situation, à un sujet, des opinions. Et on est tellement identifié à ça qu'on a l'impression que c'est nous et que ça peut pas être autrement. Que c'est vraiment ce qu'on est. Et c'est à partir du moment où on dit oui à tout ça,
À partir du moment où on prend un moment justement de simplicité, un moment de sortie de sa zone de confort justement pour aller explorer au-delà, dans un moment minimaliste, dans une expérience, une expédition, ou une vie en camion, ou dormir hors dehors de chez soi, juste une nuit, ou sortir de sa zone de confort, comme on dit, qu'on va pouvoir se permettre de se rendre compte en fait de la, la fixation qu'on avait sur cette opinion. Et qu'à partir du moment où on s'ouvre à l'opportunité qu'il existe possiblement quelque chose d'autre, que je ne détiens pas la réalité globalement, eh bien on s'ouvre à toutes les possibilités, tous les possibles et au chemin d'évolution. Et le chemin d'évolution qui va être la possibilité de sortir justement des schémas et de sortir de l'emprise qu'a le mental sur nous. Donc oui, c'est le mot. Dans la non-dualité, traduite par les enseignements et les livres que j'ai pu lire d'Arnaud Desjardins, merci à lui, merci à Swami Prajnampad qui était son maître et à toute la tradition védantine ou védantique, pour avoir apporté en fait cette simplicité, cette forme de, on pourrait dire, modernité hors de tout contexte culturel ou religieux, la pratique philosophique, la pratique spirituelle, qui nous permet aussi de ne pas tomber dans les travers spirituels et religieux. Donc déjà religieux, parce que les religions globalement, pratiquement toutes, en tout cas les 3 religions monothéistes sur notre planète, sont des religions qui n'acceptent pas une autre vision des choses que leur religion. Ça doit être ça ou rien. Et même si ce sont des personnes qui sont modérées et qui acceptent que éventuellement il y a une vérité dans les autres religions, eh bien en fait, si, comme Samaris le propose, si vous voulez quelqu'un qui vous permet de comprendre ça très clairement, avec un point de vue extrêmement pertinent, en tout cas qui va vous ouvrir à des nouvelles opportunités justement, vous pouvez aller voir Samaris, toutes ces discussions-là. Et donc dans certaines religions modérées, on va dire, eh bien en fait c'est en contradiction aussi avec le message par exemple, des messages dans des textes religieux qui disent et précisent vraiment que toute personne qui ne croit pas à la même chose devrait être exterminée globalement. Et qu'il parle aussi du fait scientifique, le fait d'avoir une expérience concrète qui nous permette de déterminer, on va dire, la possibilité de la justesse d'une information. Et c'est assez marrant, hein, il donne ces exemples-là d'une personne qui serait un scientifique la semaine et qui est un religieux, en tout cas qui fait preuve de foi dans le week-end, et qui va chercher des faits scientifiques et des expériences, des expérimentations toute la semaine, et que le week-end va juste se laisser complètement accepter que que Dieu a écrit un livre et qu'il va complètement suivre ce livre-là sans avoir besoin de vérifier quoi que ce soit par rapport à ce qui est dit dans ce livre. Alors que sa vie en général est faite de justifications scientifiques et de faits. C'est très intéressant, vous pouvez aller voir ce qu'il propose. Allez voir jusqu'au bout si vous allez lire ou écouter le livre The End of Faith, la fin de la foi. Écoutez-le jusqu'au bout apparemment parce qu'il a eu beaucoup de critiques
sur ce livre pour des gens qui n'ont pas lu la fin. C'est une personne qui est profondément intéressante parce qu'il a vécu 11 ans dans des pratiques spirituelles et ensuite il a repris les études. Donc n'hésitez pas à aller voir, écouter ce qu'il propose. Voilà, donc je me suis complètement écarté du propos, pas du propos, mais en tout cas de ce que je voulais. En fait, non, j'ai aucune idée de ce que je voulais vous partager vraiment. Mais pour retrouver ce que je disais tout à l'heure, la pratique ultime, j'en suis venu à là par le oui, et la spiritualité, l'éveil, le système et la recherche qu'on va avoir toujours du matérialisme ou la recherche d'informations, d'apprendre, de se former dans le monde de la spiritualité qui est très forte et qui correspond à l'ultime forme de possibilité d'être conditionné parce que la spiritualité représente l'ultime pouvoir d'une certaine manière d'être capable d'avoir des pouvoirs magiques, les siddhis par exemple, de télépathie ou de pouvoir créer instantanément tout ce qu'on veut par la pensée, de pouvoir guérir instantanément, de pouvoir contrôler le temps, de pouvoir voyager dans l'espace et le temps, de pouvoir guérir quelqu'un juste en posant sa main sur cette personne-là ou même sans avoir de contact. Et je vous dis ça depuis mon expérience, évidemment, parce que j'ai été et je suis toujours, je vais vous le dire sincèrement, attiré par ces phénomènes-là. Mais j'ai quand même toujours ressenti le fait que il y avait cette attirance et ce conditionnement en fait à vouloir être un héros, un guérisseur, un magicien. Si on reprend les archétypes un peu de Carl de Jung, les différents archétypes dans différents domaines, et ça représente ce sage aussi, le sage, le maître, pas le maître, mais le Bouddha, enfin, globalement, cet être humain qui s'éveille. Il est très difficile de dissocier et de ne pas avoir envie de ça. Et en plus, le fait d'avoir ces pouvoirs-là, d'une certaine manière, le pouvoir donc sur les autres, de guérir les autres, d'influencer les autres d'une certaine manière, ou l'environnement autour de soi, va en plus entraîner, va être combiné avec le succès matériel et donc du coup créer un double potentiel de vouloir réaliser des objectifs et être au sommet, on pourrait dire, au sommet du potentiel humain. Alors que l'ultime potentiel finalement réside dans l'être, dans être un avec, à chaque instant. C'est l'ultime pratique, c'est l'ultime potentiel, et c'est comme ça que oui, effectivement, on va prendre des meilleures décisions qui vont faire qu'on va agir d'une manière qui correspond plus à ce qu'on est au-delà des conditionnements, même si ça correspond à une forme de personnalité. On est beaucoup plus juste, beaucoup plus heureux, on va faire avec passion, on va faire vraiment ce qu'on a envie au moment où on a envie, ou au moment où on en a besoin, ou au moment où on veut. Les autres en ont besoin parfois, évidemment. Et ça va entraîner énormément de potentiel, parce qu'on n'est plus dissocié. On n'est plus dans le désaccord la plupart du temps, et on s'en rend même pas compte, parce que c'est inconscient, parce on est tellement conditionné à faire ça qu'on se rend même plus compte qu'on a fait des choix qui ne correspondent pas à nous, et on est tellement engagé là-dedans qu'il est très difficile, il paraît très difficile en tout cas, de changer, puisqu'il y a tellement de choses engagées et de dépendance à tous les niveaux. Mais c'est possible, et il suffit juste de reprendre conscience, c'est-à-dire de prendre un moment pour dire oui, ok, bon alors je vois, j'accepte, j'accueille, et ça va me permettre à chaque jour d'être un peu plus conscient
de neutraliser les peurs et de voir comment elles vont pouvoir m'aider à agir autrement et à me laisser porter par une nouvelle opportunité qui réside dans l'inconnu. Voilà, merci pour votre écoute et que le flow soit avec vous.